Hello Flavie, bienvenue dans Solo Quest. C'est un plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. Comment vas-tu? Bah ça va, salut Axel, très contente d'être chez un copain podcasteur solopreneur. Trop contente qu'il y en ait des nouveaux sur mon Spotify chaque semaine. Bah merci à toi. Déjà c'est une pression pour moi puisque t'es un peu la reine du podcast, donc forcément moi j'ai une pression à t'avoir aujourd'hui. Donc Flavie Prévost, t'es une ancienne Head of Sales en grand groupe. Pendant 13 ans, t'as été notamment directrice régionale ou commerciale dans des grosses boîtes comme la Banque Postale ou Sixt. Aujourd'hui, par contre, tu es solopreneur. Donc, tu as lancé ton podcast Le Board en 2020. Tu t'es lancé en freelance, je crois, en 2022. Et tu as créé beaucoup de contenu depuis sur tes posts LinkedIn avec ton podcast. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu gagnes ta vie aujourd'hui en tant que solopreneur? Yes, bah écoute, moi j'ai fait le grand saut de dirigeant à freelance puis solopreneur. Et bah, c'était bien le problème, c'est que quand je suis devenue de dirigeante à freelance, je me suis rendu compte que je pouvais pas gagner aussi bien ma vie qu'avant. Parce qu'en gros, bah, quand t'as pas loin de 40 piges, que t'es manager senior, que tu manages des équipes, t'es dans un comité de direction, tu gagnes quand même bien ta vie, enfin surtout dans un grand groupe et à Paris. Et du coup, bah, pour devenir freelance, faudrait faire 200, 300 000 euros par an de chiffre d'affaires en équivalent chiffre d'affaires pour te verser ensuite la même sécurité, quoi, salaire, mutuelle et tout. Donc je me suis dit, bah c'est compliqué quand même, c'est pas évident. Donc c'est là que je me suis dit, bah faut que je diversifie mon activité. Et c'est pour ça que maintenant, moi, je me qualifie de solopreneur et je me suis dit, bon, allez Flav, faut que tu utilises toutes tes compétences d'avant là, un peu généralistes pour comprendre comment craquer le modèle et trouver d'autres lignes de revenus pour ajouter à ton temps pour gagner de l'argent. Donc ça s'est pas fait tout de suite, mais donc aujourd'hui maintenant je gagne ma vie grâce à mon média, Le Board, que j'ai créé il y a 3 ans et demi, qui est un média qui décode le soloprenariat en France. Et voilà, ça n'a pas commencé comme ça. Je l'ai créé un peu, je sais pas, c'était pas le même modèle au début. C'était un truc sur les dirigeants. Puis après, je l'ai pivoté. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, j'ai plusieurs lignes de revenus. J'ai des partenaires payants, des marques qui font des opérations de contenu avec le board, qui me génèrent une partie de mes revenus. J'ai créé l'incubateur solopreneur, donc qui est un peu ma méthode pour passer du freelance qui vend son temps au solopreneur diversifié, qui maintenant me génère aussi du revenu via des cohortes ou via un système de formation en ligne slash communauté, un abonnement annuel. C'est tout récent, je l'ai lancé en début d'année. Et puis j'ai quand même des missions freelance quand même, mais j'ai pivoté 3 ou 4 fois de freelancing depuis. Au début, j'ai commencé Head of Sales, après j'ai fait d'autres trucs, et puis maintenant je suis plutôt dans une logique d'approche média pour les marques, pour les aider à créer leurs médias et tout. Donc voilà, en gros, je pense que je suis à peu près à alors en rythme de croisière, je m'étais dit donc j'ai fait 100 000 euros la première année à peu près, pareil la deuxième année, mais avec plus d'activités scalables, j'avais peut-être allez 40-50% de mes activités, non peut-être 40% de mes activités en mode scalable. Et là cette année, je vais essayer de faire 200 entre 200 et 300 000 euros avec au moins la moitié qui viendra donc du board, voilà, la moitié ou les 2 tiers qui viendront de mes activités dites scalables, donc médias et incubateurs. Ok, bah trop cool, t'as donné les chiffres en plus. Enfin, je t'avais pas forcément posé la question là. Bah, tu Euh, m'as dit, viens avec tes chiffres. Moi, tu ouais, sais, non, mais j'aime c'est super bien. intéressant d'avoir les chiffres justement. Ouais. Là, Alors on va j'aime quand bien, même. je précise, c'est pas pour. Enfin, je veux dire, comment dire. Tu sais, les chiffres, il y a vraiment deux écoles. Il y en a qui disent ouais, c'est ça écrase les autres et tout. Ça nous met la pression. Pas du tout. Moi, je précise qu'en fait, bah, comme j'ai une baraque à payer, 2 enfants, machin, etc. Moi, j'avais juste besoin financièrement de faire un certain chiffre d'affaires. Sinon, je pouvais pas payer ma mensualité. Donc voilà, c'est pas par prétention, c'est juste par nécessité. Et après, chacun fait ce qu'il veut sur les chiffres. Et puis, c'est aussi pour vous montrer que c'est pas l'année 1 que j'ai obtenu ça, c'est l'année 3, voire même 4, parce qu'en fait, j'avais commencé en side mon podcast et j'étais pas encore lancée. Et finalement, j'ai fait beaucoup de choses en parallèle de mon salariat, puis de mon pôle emploi, ce qui m'a permis aussi d'avoir un peu plus de sécurité financière. Oui, parce que le board, tu l'as commencé à cause du confinement où tu passais de tes déplacements à, je crois, dans un contenu, tu dis, à travailler en pyjama dans ton salon. Exact. Euh, et après, tu t'es quand même lancé en freelance, du coup, en 2022. Donc, il y a eu quand même un écart entre le moment où tu as créé ton média et le moment où tu t'es lancé finalement en freelance. Ouais, presque 2 ans, parce qu'en fait, on peut faire beaucoup de choses en parallèle de son CDI. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait. Et puis voilà, au lieu d'être en déplacement tout le temps, j'ai eu plus de temps chez moi. Je travaillais aussi beaucoup en asynchrone, donc ça m'a permis de faire ça.
Donc, ça dépend du taf que vous avez, mais si vous avez un peu de liberté dans votre travail, si c'est plus du management que, enfin voilà. Moi, j'ai pu m'organiser comme ça et ça m'a aidé à faire plein de choses. Pas toujours réussi, c'est clair, mais bon, au moins à explorer, à expérimenter un peu et à en arriver là aujourd'hui, quoi. Ok, moi je suis jamais passé par la case CDI, donc j'ai pas cette contrainte d'avoir un équivalent de salaire en freelance, on va dire. Mm. Enfin, je partais de zéro, donc forcément le moindre euro pour moi c'était plus ce que j'avais avant. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire c'était quoi la contrainte pour toi finalement quand tu t'es lancé? Enfin, t'avais des postes quand même à responsabilité là où t'étais, Mm. donc j'imagine un bon salaire. Mm. T'avais des contraintes financières, tes enfants, ta maison. Ben en fait, c'est pas que le salaire, c'est même que comme quand tu es manager, en fait, quand tu progresses dans ta carrière, tu deviens vite manager, donc tu laisses ta case expert et tu deviens manager plus généraliste. Et le problème, ça, c'est pas bon, ça, en freelance. C'est pas une compétence freelançable parce que personne va, enfin, moi, je manageais 600 personnes, mais qui va me prendre en freelance pour manager 600 personnes? T'es d'accord que ça n'existe pas. Donc, en freelance, le top du top, c'est d'avoir une compétence d'exécution un peu rare, genre développeur, tu vois, designer 3D, des trucs comme ça. Donc, assez cher, mais quand même assez spécifique que personne d'autre sait faire dans l'entreprise. Donc, on t'embauche sur longtemps au TJM et là, tu gagnes bien ta vie. Bah moi, j'avais pas ça. Donc déjà, premier problème, j'avais pas de compétences freelançables. Donc j'ai dû me dire merde, qu'est-ce que je peux faire Donc d'abord, j'ai commencé à faire de la prospection externalisée grand compte pour mes clients. Et donc deuxième problème qui est arrivé rapidement, bah, c'est que j'aime pas faire ça. Donc ça payait bien, les gens en ont encore besoin, il y a encore des gens qui me demandent. Mais en fait, c'est chiant. Si c'est chiant pour le client, souvent c'est que c'est chiant aussi pour le freelance. Enfin, tu vois, c'est hyper rare qu'en fait les gens ils te payent pour faire un truc génial. D'ailleurs, bah, le problème des métiers de la com, c'est que bah, typiquement, les gens, ils veulent pas payer ou ils payent au lance-pierre parce qu'ils disent, bah oui, je pourrais le faire, ou alors ça me dérange pas de le faire. Donc voilà, face à ce double problème, je me suis dit, attends, je vais pas pouvoir faire ça pendant 25 ans encore. Faut que je trouve un autre système quoi pour sortir de ça. Donc c'est pour ça que j'ai pivoté. Après, j'ai fait des pivots pas toujours réussis. Mais c'est l'avantage du pivot, c'est que bah, tu peux tester et puis tu peux changer d'angle. Je suis allée faire un petit tour du côté du Web3. Je pense que c'était une bonne idée, sauf que juste après, il y a eu l'intelligence artificielle. Tous les fonds sont passés du Web3 à l'intelligence artificielle, donc il n'y avait plus trop de thunes pour payer des freelances dans ce domaine. Donc disons que j'avais pas parié sur le bon cheval à ce moment-là, mais c'est pas grave. Donc voilà, tu vois, moi je considère que chaque trimestre, en gros, je regarde ce que je peux faire, sur quel secteur je peux aller, comment je peux un tout petit peu pivoter mon expertise. Je change pas tout du jour au lendemain, mais je peux choisir soit un persona différent, soit une offre différente, soit un secteur d'activité un peu différent. Et avec ça, je combine pour faire quelque chose d'assez rentable pour moi et intéressant. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai eu une difficulté, c'est de préparer l'épisode. J'ai l'impression que tu as fait 10 000 trucs et c'était dur de choisir ce qu'on allait parler aujourd'hui. Tu mettais un post LinkedIn là récemment justement que ton podcast marchait très bien, mais que quand même tu allais changer des choses. Donc Mm. ça, moi j'aime bien cette mentalité de pivoter tout le temps. Euh, Est-ce que tu as toujours des clients entreprises aujourd'hui ou tu as vraiment une clientèle que solopreneur freelance ou tu as toujours des entreprises? Alors oui, déjà moi j'ai toujours une clientèle entreprise et je conseille aussi aux gens, tu vois, de pas, en fait quelque part la diversification, moi je la vis aussi moi-même. En gros, pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est pareil pour les clients. Moi j'ai des clients grands groupes avec qui je travaille depuis 3 ans. Personne ne le sait parce que j'en fais pas la pub sur LinkedIn parce que je n'ai pas besoin de faire la pub sur LinkedIn pour l'avoir ce client. Mais je le garde et je l'entretiens, je fais des upsells et tu vois. Donc faut faire attention entre la réalité des choses et ce que les gens montrent aussi. Parce que LinkedIn, c'est un canal d'acquisition pour moi, surtout pour mon podcast. Donc, je parle plutôt de freelancing et de soloprenariat, qui est aussi ma cible pour l'incubateur. Mais bah, je raconte pas forcément ma mission grand compte que je fais de formation commerciale avec des head of sales, machin et tout. Bon, ben ça, je le fais en sous-marin, mais c'est un peu le résultat aussi de ma vie d'avant. Donc, en gros, je dirais mon portefeuille, il y a un quart de clients quand même grand compte, ouais, de mission de ma vie d'avant, et puis un quart d'incubateurs où je donne des cours, tu vois, dans des startups, des solo founders, et puis le reste, ça va être des startups qui me contactent ou des entreprises sur mes missions, soit sales, soit médias. Et c'est quoi ton acquisition client aujourd'hui? C'est que du bouche à oreille? Parce qu'en gros, tes médias, tu l'orientes vachement sur freelance solopreneur, donc c'est pas forcément très accueillant pour les C'est ça. entreprises. Mais en fait, j'avais un gros problème, c'est que j'avais un média qui ne permettait pas de faire de l'acquisition sur mon activité de freelance. En gros, j'avais mes deux piliers qui étaient un peu désaccordés.
Et du coup, bah, deux possibilités, soit faire de la prospection ou du bouche à oreille pour trouver mes clients en freelance, ce que j'ai fait, soit pivoter mon activité de freelance pour qu'elle corresponde à mon média. Et en fait, c'est l'idée que j'ai eue cette année. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un pendant B2B du board. Et en fait, c'est quoi la version B2B du board? Ça peut être aider les entreprises, par exemple, à mieux travailler avec les freelances, ou alors faire des conférences en entreprise pour expliquer comment on travaille avec une force de travail qui a envie d'être toujours plus libre, qui a plus envie d'être micromanagée. Donc voilà, ça m'a donné deux idées et je pense que c'est sur ça que je travaille. En tout cas, je me fais coacher pour créer une conférence à destination des entreprises dérivées du board. Et puis, en B2B, ce que je fais, c'est que du coup, maintenant, j'utilise plutôt l'approche média. Enfin, en gros, je vais aider des entreprises à transformer leur marque en média pour vendre. Donc là, je vais combiner ma casquette média du board avec ma casquette sales. Et hop, dans ma petite marmite, ça me donne une espèce de niche fertile un peu assez spécifique. Je ne peux pas te dire encore si ça va marcher. J'ai vu que c'était une tendance aux États-Unis, Media-led growth. Donc voilà, je vais aller tester ça et puis je te dirai dans 3 mois ou 6 mois si c'était un échec total ou si ça a marché. Mais en gros, tu conseilles souvent de consacrer 60% de son temps, en gros 3 jours sur 5 à ses clients et le reste pour toi. Mm. Enfin, c'est quoi toi ta semaine, on va dire type, parce que tu as quand même beaucoup de trucs différents. Mm. Enfin, qu'est-ce que tu fais dans ta semaine? Alors ma semaine type du début, c'était 2 jours en mission client, 3 jours sur le board, en gros, au démarrage de mon activité. Ça m'a forcé à contraindre mon temps facturable, ça m'a forcé à facturer plus cher, à trouver des meilleurs clients et à pas accepter le tout venant. Dans mes bootcamps, les gens qui sont en galère, c'est vraiment mono-client, mono-client à 500, 600, 700 euros par jour toute l'année, 5 jours sur 5. Bah ouais, c'est cool, ça fait 140 000 ou 150 000 euros à la fin de l'année, mais en fait, c'est l'enfer parce que tu as le temps de rien, t'as pas le temps de poster sur LinkedIn, si ton mono-client se barre, t'es en danger et tout. Donc vraiment, ça, je déconseille, gardez un peu de temps pour vous. Aujourd'hui, je pense que je passe alors un jour sur le board minimum, ça c'est le vendredi, c'est mon jour podcast. Un jour sur mes missions clients, généralement c'est le lundi. Un jour minimum sur l'incubateur, voire deux plutôt. Enfin, ça dépend. Enfin, un jour pour gérer mes coachés et puis un jour pour développer la suite. Et après, j'ai un jour volant comme ça, un peu off, qui est jamais off, mais je fais les trucs que j'ai besoin de faire. Tu vois, par exemple, là, je vais travailler sur ma conférence et mon livre. Ben, il faut que j'écrive des chapitres. Ben, je vais le mettre sur ce jour-là. Est-ce- En gros, moi, je refais mon agenda tous les trimestres. Je regarde mes OKR. Comme dans les grands groupes, j'ai gardé un peu des trucs de ma vie d'avant quand même, parce que au début, j'ai tout fait à la one again, et après, je me suis dit, mais attends, mais c'est n'importe quoi, je me manage plus. Donc, j'ai dit, attends, je reprends les choses comme si j'étais mon propre manager. Donc, tous les trimestres, je me fixe 3 OKR. Et après, ces OKR, je les cale dans mon agenda au moins un jour par semaine sur chaque OKR. Ce qui fait que bah, mon agenda, de trimestre en trimestre, il change. est-ce que tu pourrais nous donner pour ce trimestre-là tes objectifs ou non? Ouais, alors, je vais essayer de me remettre dessus en Je même savais pas temps. qu'on parlerait de ça, désolé, je t'aurais prévenu Non, non, mais de les c'est cool. sortir. Bah, je peux te dire, c'est sûr, le premier objectif, c'était réussir le lancement de l'incubateur solopreneur, parce que j'ai quand même lancé ça toute seule, c'était quand même un peu la galère et tout. Donc ça, c'est bon. Donc ça, on peut dire que c'est bon, c'est réussi. Mon deuxième, c'était donner ma première conférence B2B. J'y suis peut-être allée un peu fort, mais j'en suis à mon deuxième coaching sur 3 de conférences. Et là, il faut que je l'écrive. Et fin du mois, je vais la répéter avec ma coach. Et mon troisième objectif, c'était organiser mes partenariats avec le board. Donc ça, c'est à peu près bon. Tu vois, c'est mes brand content, mes opérations avec mes partenaires et tout. Donc ça suit son cours. Tu vois, donc je m'étais pas non plus fixé des objectifs trop par monts et par vaux, mais en fait, rien que le premier, là, réussir le lancement de l'incubateur, en fait, c'était un fat objectif, quoi. J'aurais pu juste faire ça, je pense. J'aurais été Oui, moins fatiguée. sachant que tu t'es quand même fixé, j'imagine, des objectifs plus petits, on va dire, pour atteindre cet objectif global Eh ben en alors, ouais, c'est le input. principe de l'OKR. Si tu veux que je te Ouais, ouais. décrive ce qu'il y a dans. Par exemple, si je prends réussir le lancement de l'incubateur solopreneur. Alors attends, franchement, je le regarde en live. J'espère que je me suis pas trompée. Tu vois, je me suis mis 150 alumni. Donc, je me suis mis 150 abonnés auditeurs libres, 12 inscrits au batch d'avril. Satisfaction, récolter 30 avis positifs, avoir un process smooth et bien organisé et trouver 3 partenaires. Alors,
J'ai vraiment pas réussi tout ça, mais au moins, je crois, j'ai 110 clients et 11 inscrits en avril. Et voilà, le reste, j'ai pas fait, mais tu vois, je me suis mis quelque part des subdivisions de tâches. Et moi, il faut savoir que je préfère me fixer des objectifs très ambitieux et les rater à moitié. Tu vois, ça me dérange pas. Je suis plutôt la personne qui va se fixer des trucs hyper dingos, qui va pas les faire et qui sera quand même contente. Voilà. Ouais, mais enfin, c'est le principe de mettre quand même des objectifs actionnables pour atteindre l'objectif, on va dire, plus ambitieux, global. Enfin, si on Ouais. met des attentes sur un objectif qui est irréalisable, forcément, on est déçu à l'arrivée. Mais là, tu as mis plein d'actions actionnables, donc actions actionnables. C'est pas mal comme phrase. Euh, du coup le board, enfin, t'en parles souvent, enfin, parce que c'est ton média, ton asset principal. T'as 350 000 écoutes, plus de 25 000 abonnés, 500 épisodes, plus de 100 experts que t'as fait intervenir. Enfin, déjà, les chiffres sont énormes. À savoir que ça a commencé, l'ancêtre du board, c'était un compte Instagram, logiquement, qui s'appelait Workitude FR, où tu donnais des conseils de leadership. Mm. Comment c'est passé du compte Instagram à tout ce que c'est aujourd'hui, le board? Ben, j'espère que ça va décontracter plein de monde par ici, parce que les gens ils me disent ouais, alors comment je peux faire pour mais je lui dis mais tu connais pas l'ancêtre du board en fait. Et je l'ai gardé les premiers posts, j'ai gardé tous les premiers épisodes, vous pouvez aller écouter. Bah c'était nul, c'était pas ce que c'est aujourd'hui, mais en fait il faut d'abord commencer quelque part pour ensuite améliorer. Donc, je m'étais dit, je me rappelle, j'étais encore salariée, je me dis, j'ai envie d'écrire un truc, d'écrire un livre un jour, ou je sais pas comment ça a commencé, un peu comme ça, tu vois, genre l'idée de se dire, c'est quand même con qu'on ait un cerveau et des idées, et que ça reste que dans l'entreprise dans laquelle on travaille, parce que si demain je m'en vais, ben, tout ça sera supprimé, tu sais. Donc, je me suis dit, allez, j'écris un truc par jour sur Instagram, un peu une vision du leadership, et donc, c'est en gros un post. Et je me suis dit, je remplace mon temps de scroll qui sert à rien par un temps de création. Et j'avais déjà un peu cette intuition qu'il y aurait deux catégories dans l'économie de l'attention, ceux qui scrollent et puis ceux qui produisent. Et produire, en fait, ça te permet aussi d'apprendre, de vérifier tes compétences et tout. Voilà, donc j'ai fait ça et puis à force, bah, ça m'a donné l'habitude et cette habitude, je l'ai jamais arrêtée. Et en fait, tous les jours, j'écris au moins un truc médiatique, enfin entre guillemets, soit au début c'était le leadership, maintenant c'est le soloprenariat. Et tu vois, j'ai gardé cette petite mécanique là de faire un post par jour tous les jours. Et c'est ça qui a donné le board. Et en fait, le board, si j'ai réussi à avoir autant d'épisodes, c'est parce que c'est hebdomadaire. Toutes les semaines, je fais un épisode et je m'arrête pas. Et en fait, bon, chacun son rythme, mais moi j'aime bien le côté ne pas s'arrêter parce que je trouve que quand on s'arrête, après c'est dur de reprendre. Après j'ai des doutes, ensuite je sais pas quoi écrire. Enfin voilà, moi je préfère faire un petit peu chaque jour que des sprints. Donc je ne suis pas très bonne en batching, mais je suis plutôt bonne en un peu tous les jours. Bah, en soi, quand t'es dans l'action, t'as une sorte de momentum et du coup, tu continues et t'es toujours dans l'action suivante. Mais c'est marrant ce que tu dis sur l'évolution du projet. En gros, j'ai regardé quand même le board, ce que c'était avant. Euh, Tout ton branding, déjà, c'était pas du tout ça avant. T'avais du jaune fluo. Enfin, En fait, le problème, c'est qu'on se compare souvent à des projets qui sont à l'étape je ne sais combien, alors que nous, on est à l'étape 1. Enfin, moi, j'ai comparé forcément, bah là, le podcast Solo Quest à le board. En fait, je peux pas du tout le comparer. Toi, tu as 3 ans, 4 ans derrière toi. Donc, c'est pas du tout comparable. Est-ce que tu t'es lancé aussi parce qu'il y a eu le Covid? Est-ce que c'est pas le Covid aussi qui t'a poussé des questions, on va dire, existentielles et qui ont fait que tu t'es un peu détaché de la rat race, comme disent les Anglais, ou Mm. enfin, t'es dans le quotidien, toujours dans l'action? Ouais, moi je me sens un peu atypique par rapport à ça parce que je suis pas du tout ennemie du salariat. Genre moi je kiffais trop ma carrière et ma vie quoi. Donc je m'en suis pas dégagée pour dire allez je m'en vais. J'avais pas de manager toxique. Enfin je pense que j'ai eu du bol, mais vraiment j'étais très épanouie dans ma carrière. La rat race, ça me fait un peu rigoler parce que bah en fait le soloprenariat aussi c'est capitalistique. Enfin tu vois à un moment c'est une forme de rat race aussi. Et puis d'ailleurs, c'est pas désagréable en soi. Enfin, tu vois, pour moi, le travail, c'est quelque chose d'agréable. En fait, c'est quelque chose de plaisant. Donc, j'avoue, je suis un peu travaillomane, mais j'aime bien. Tu vois, c'est quelque chose de créatif. On tente des trucs, c'est rigolo. Donc, c'est pas ça. Par contre, c'est clair que j'ai vu à ce moment-là, c'était la grande mode de tous les entrepreneurs qui faisaient des lives et tout ça. Et je me suis dit, waouh, il y a un truc qui se passe avec le média.
En gros, tout le monde peut accéder à n'importe quelle compétence en un seul live. C'est trop génial d'avoir cet accès comme ça, sans permission, aux médias. Donc, je me suis dit, OK, là, il y a un truc qui se passe. Moi, j'adorais les podcasts. Je me suis dit, vas-y, go, je lance mon podcast. J'adore ça. On verra où ça me mène. Et tout ce qui m'a donné mon esprit entrepreneurial, c'est les podcasts. Parce qu'en fait, quand tu crées un podcast, c'est comme de créer une mini-entreprise. Faut créer de la demande, faut produire, faut avoir un truc visuel. Enfin, c'est hyper dur un podcast, c'est hyper ingrat. Et là, je me suis dit ben j'aime bien l'entrepreneuriat en fait avec le podcast. Et voilà. Et comme aussi le confinement, on avait plus de temps, je sais pas, c'était l'explosion des formations en ligne et tout. Moi, je suis allée dans un incubateur à ce moment-là, un incubateur pour start-up avec une idée de start-up. Et en fait, là, ça m'a aussi donné un bon vernis. Tout ce qui est no-code, automation, MVP, aller plus vite aussi que dans le cycle corporate, oser plus de choses. Et finalement, tu vois, 3 ans plus tard, c'est ce qui m'a donné envie de mixer les deux, quoi. Solopreneur plus incubateur. Parce que je trouve qu'un incubateur, c'est des vraies méthodes, c'est des vrais trucs hyper chiadés, tu vois. C'est des techniques. C'est pas juste, vas-y, fais comme moi. Et du coup, je me suis dit, c'est ce qui manque un peu dans l'univers indépendant, c'est d'avoir des process, des méthodes, et pas juste des imitations ou des rôles modèles. Tu dis souvent que le board, tu aurais pu le monétiser plus tôt. Qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment sur le board? Je suis tombée dans tous les panneaux classiques tu passes tout ton temps à produire, polir un peu des épisodes et pas du tout assez de temps à les promouvoir. Donc ça, c'est le premier écueil. Normalement, on dit 1 heure de production, 2 heures de promotion, 3 heures de monétisation. Quand tu passes déjà 1 jour par semaine à produire ton podcast, ça voudrait dire qu'il faudrait que tu passes le reste de ta semaine, en gros, à le vendre et à trouver des sponsors. Donc ça, je m'en suis rendu compte plus tard. Je démarchais des sponsors pour mes clients, mais du coup, à la fin de la journée, j'étais fatiguée, donc j'avais pas envie de le faire pour moi. Donc, tu sais, le cordonnier mal chaussé. Donc, j'ai mis du temps à démarcher des sponsors. Et quand je l'ai fait, c'est là que c'est arrivé, les deals avec les marques. Ça n'arrive pas. Les gens, ils croient que comme tu deviens connu, entre guillemets, les gens vont te contacter pour te sponsoriser. Non, ça marche pas comme ça. Enfin, d'abord, tu vas un peu raconter qui t'es, pitcher un peu ton truc avant que ça arrive. Et enfin, troisième truc, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout assez, malheureusement, orientée argent, tu vois. En fait, en gros, il y a des gens, ils lancent un truc et 3 mois plus tard, ils le monétisent. Et moi, j'y avais juste pas pensé. Donc, quelqu'un m'a envoyé un message 2 ans après le lancement du board. Coucou, j'aimerais bien suivre ta formation, ton truc. Et moi, j'ai dit, mais quelle formation? Et là, je me suis dit, si quelqu'un dit ça, ça veut dire que je suis déjà trop en retard, en fait. J'aurais dû en créer une. Et donc là, ça m'a mis dans un mode productivisation. Ensuite, l'idée n'est pas venue tout de suite. D'abord, j'ai créé des produits plus ou moins bien, plus ou moins ratés, machin. Mais ça y est, le bouton a été appuyé, tu vois. Et ça, c'est important. Et j'ai envie de vous dire que, quel que soit le stade où vous en êtes, même si c'est un peu tôt, c'est peut-être déjà le moment de commencer à réfléchir à la suite. Et c'est important de monétiser sa création parce que sinon, en gros, on crée et on se précarise parce qu'on passe du temps à créer des trucs gratuits. En fait, ça a une valeur. Donc, faut trouver une façon de transformer ça en valeur. Et après, vous pouvez faire comme vous avez envie. Ça peut être une association, ça peut être, la valeur que vous allez créer. Je vous impose pas la forme, mais je trouve ça bien quand même de mettre un prix sur ce qu'on crée. Ouais, c'est super intéressant parce que moi je suis dans l'étape, on va dire, précarité ou. Enfin, je suis pas précaire, mais en gros, là où je produis beaucoup de contenu, que ce soit sur la newsletter ou même là sur le podcast, sans pour autant qu'il y ait de monétisation derrière, je suis quand même en train de réfléchir au après. Mais c'est ultra intéressant. Enfin, tu as réussi quand même à le monétiser à un moment, mais tu aurais pu le faire plus tôt et c'est peut-être un peu dommage. Mais Ouais, et puis après, moi, je me dis, bon, en même temps, c'est cool de faire au début un truc, comment dire, sans arrière-pensée. Parce qu'aussi, finalement, moi, c'est en faisant un truc complètement sans arrière-pensée. En gros, je suis juste fait un podcast pour apprendre à être une meilleure freelance, puis apprendre à être solopreneur. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, au bout d'un moment, au bout de 2 ans, j'étais devenue solopreneur, j'avais fait des trucs que les autres connaissaient pas, des trucs sur lesquels on me posait des questions tout le temps. Et tu vois, j'ai un peu connecté les fils, quoi. Ça s'est allumé dans ma tête et je me suis dit, en fait, du coup, j'ai un truc valable, c'est une méthode. Et c'est ça que j'ai pu valoriser. Mais cette méthode-là, je l'aurais jamais créée si j'avais pas fait un truc gratos avant. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais peut-être créé un produit naze. Donc voilà, entre les deux, faut pas attendre trop longtemps. Mais je pense que 2 ans gratos, c'est trop.
Mais 1 an gratos, ça va, c'est pas, tu vois, en parallèle, parce que moi j'ai freelancé en parallèle pour gagner ma vie et ce side project qui était le board est devenu mon main project, mais un peu plus tard. Et qu'est-ce que ça te rapporte le board aujourd'hui? Tu as tes sponsors, du coup, avec certaines entreprises. Tu as Ouais. peut-être d'autres revenus directs avec le board. Et tu as tous les revenus indirects qui sont peut-être de vendre des formations ou autres derrière. Ouais, enfin, le plus gros, ça va être ça, parce qu'en fait, après, ça dépend comment. T'as plein de possibilités. Moi, j'ai un peu tout testé. J'avais même testé de faire des NFT. Ça m'avait rapporté, je crois, à $4 000. C'était ma première année avec des membres, des membres founding members. Ma newsletter payante, ça me rapporte $5 000 par an. Donc, on est loin de Johan Lopez, mais je l'ai pas fait pour ça. Je l'ai fait aussi pour valoriser mon travail sur la newsletter, tout ça, que les gens la lisent plus attentivement et tout. Après, j'ai mes partenariats. Je pense que ça me rapporte je veux dire, entre 20 et 40 000 euros par an. Ça dépend si je prospecte, ça dépend si si je m'occupe de développer plus de partenariats. Et après, le reste, ça va être l'incubateur solopreneur. Et là, je pense que ça va me rapporter autour de 150 000 euros par an. Mais après, pareil, c'est scalable. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que la valeur, c'est un truc où il y a une méthode, il y a une pédagogie, c'est une école en ligne. Donc, potentiellement, si je mets plus de moyens derrière, comme par exemple des gens qui m'aident, des experts, etc., ça peut scaler. Donc, ça peut sortir de ce que je sais faire moi et ça peut grandir au-delà de mes limites de temps et de compétences. Oui, donc tu as quand même des choses que tu vends derrière pour que ça te rapporte finalement ce média. Enfin, directement, c'est les sponsors, mais après, de manière indirecte, il y a tout ce qu'il y a derrière, quoi. Oui, oui, et puis d'autres médias qui rapportent plus. Mais bon, Mais après, moi, j'ai choisi notamment les médias que j'aime. Tu vois, je suis là, j'essaye de faire un retour d'expérience, mais beaucoup des choix que j'ai faits à l'époque, je savais pas pourquoi je les faisais, tu vois. J'essaye de les expliquer a posteriori, mais je crois faut un peu se faire confiance, il y a un peu d'intuition. Et après, une fois que tu t'es lancé dans le truc, essayer de faire que le cours de l'histoire s'améliore et d'en gagner un peu d'argent ou d'y prendre du plaisir, quoi. Ouais, carrément. Mais tu parlais aussi de la newsletter, que tu avais une newsletter payante. Est-ce Mm. que ça serait pas intéressant finalement pour enfin, le peu de revenus? Disons que par rapport au reste, c'est pas si énorme que ça. Qu'elle soit totalement gratuite et que finalement tu donnes toute la valeur sans arrière-pensée, comme tu disais tout à l'heure. Est-ce que c'est vraiment pertinent de la rendre payante? Ben, écoute, j'avais quelques abonnés payants. En gros, c'est un template solopreneur par semaine. En fait, je l'ai quand même gardé parce que je trouve qu'il y a un truc très intéressant et très difficile quand t'es dans la creator economy, c'est faire passer les gens de gratuit à payant. Donc, il y a un moment où ça doit arriver pour que tu puisses vivre. Et ce moment, plus il arrive tôt et avec un petit panier moyen, mieux c'est. Parce que le problème, c'est que les gens vont pas passer de j'écoute un podcast à 4 000 € pour le bootcamp. Tu vois, c'est un peu, la marche, elle est un peu trash. Donc, moi, j'ai un produit plutôt premium parce que je fais beaucoup de coaching individuel. C'est d'un bon niveau. Tu vois, les gens, ils font 150 000 € de chiffre d'affaires, ceux qui viennent dans mon bootcamp. Donc, ils attendent un truc premium. Mais quand même, donc je me suis dit, ben, moi j'ai fait le chemin inverse. J'ai rétropédalé en me disant, ben, quels pourraient être les petits produits, quelles pourraient être les petites étapes. Et finalement, le 60 € par an pour soutenir ton créateur que t'aimes bien via la newsletter, c'est déjà un premier signal pour moi. Ah tiens, ces personnes-là, elles sont quand même plus engagées que les autres. Et on dit que le premier euro à faire sortir de la poche, il est hyper difficile. Et je crois que c'est pour ça que beaucoup de gens solopreneurs vont avoir une stratégie de small bets, j'allais dire non pas small bets, mais des low tickets, donc un petit produit, parce que c'est déjà une première marque d'intérêt souvent plus probante que juste un abonnement à une newsletter. Ouais, bah si on regarde Justin Welsh, il a son cours phare à 150 $ finalement, qui est pas si élevé en termes de prix. Toi, tu as quand même différents prix. Tu as ta formation en ligne, ton Mm. incubateur qui est un peu plus cher, enfin du coup ta newsletter qui est premier prix, et ton bootcamp aujourd'hui, mais tu le mentionnais, je crois, dans ton post LinkedIn, justement, que une des personnes qui a pris le bootcamp avait déjà pris la formation ou l'incubateur en ligne, et ça a sans doute amené vers l'achat du bootcamp juste après. Ouais, alors ça c'est intéressant aussi. J'ai beau parler de monétisation. En fait, moi, il y a vraiment j'ai deux démarches dans ma façon de vivre le soloprenariat. J'ai une démarche très artistique, donc pour m'amuser et faire ce que j'aime et tout, qui est super important pour moi parce que si je suis partie solopreneur, c'est surtout pour m'amuser en fait, parce que ma carrière était quand même bien. Mais j'avais envie de faire encore plus de Flavie, quoi. Enfin, tu vois, d'être encore plus créative. Et la deuxième
la version du soloprenariat, c'est quand même assez réaliste. Parce que comme je viens du monde de l'entreprise, je connais tous ces modèles scalabilité, rentabilité. Donc, j'ai pas envie de faire un truc qui soit pas rentable et qui fasse faillite. Donc, je marche toujours sur ces deux pieds. Et tu vois, l'histoire de l'incubateur, ben vraiment, ça m'a mis du temps avant de trouver l'idée, parce que je voulais trouver la bonne idée. Donc ça, c'était mon côté créatif. Et après, je me suis pas dit qu'est-ce que je peux faire pour gagner le plus de thunes, quoi. Je me suis dit, ok, j'ai ce bootcamp-là et c'est parti de ma première promo. Je me suis dit, ben à la fin des 3 mois, qu'est-ce que je peux faire pour qu'ils repartent pas comme ça piteusement chez eux en mode bon ben voilà, c'est fini, l'expérience est finie. Et c'est pour eux que j'ai imaginé au départ l'incubateur solopreneur, l'abonnement 1 an pour redescendre en douceur, tu vois. Et je me suis dit, bon, ben, si je fais ça, est-ce que ça intéresserait d'autres personnes? Et en fait, finalement, ça intéresse mes bootcampers après, mais ça intéresse aussi des gens qui sont avant le stade du bootcamp. Donc, tu vois, d'un produit qui est né à la base pour fidéliser les gens, j'en ai fait un produit marchand. Mais voilà, c'était pas fait pour gagner de l'argent au départ. Et après, je me suis dit, bah, puisque je l'ai, est-ce que je peux gagner de l'argent dessus pour ne serait-ce que ben, rentabiliser le temps que j'y passe? Parce que ça me prend vachement de temps, en fait, d'organiser un live tous les vendredis. En plus du podcast, je m'étais pas rendu compte que, en gros, je doublais mon temps de travail sur la création de contenu et que surtout, je devais être dans mon bureau, derrière une vidéo, derrière un écran, tous les vendredis de ma vie à 14 heures. Est-ce que tu Donc, peux expliquer ce que c'est l'incubateur? Enfin, moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est un accès à des lives, enfin pas mal de ressources aussi, des lives d'experts, tu as accès aussi à une communauté, et ça, c'est en soi une plus-value énorme pour les freelance solopreneurs de ne pas rester tout seul dans leur coin. Est-ce qu'il y a d'autres trucs sur l'incubateur? ben, en fait, moi, mon idée, c'est vraiment que ce soit un incubateur de start-up, un peu comme les incubateurs de start-up, mais pour solopreneurs. Donc, tu rentres avec ton idée de truc à faire, quoi, ou ton envie, et tu ressors avec un solo business, scalable, rentable et tout. Et donc, tu vois, dans les incubateurs, tu as des profs, des méthodes, des templates, une communauté, un peu tout cet écosystème qui va te permettre de faire ça. Donc, c'est ce que j'ai comme projet de créer avec l'incubateur solopreneur. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas encore toutes les briques, mais j'essaye, quoi. J'ai une formation en ligne, j'ai des templates, j'ai une espèce d'embryon de communauté. Je suis un peu nulle encore sur la communauté. Je sais pas trop comment. C'est dur, hein, les communautés, en fait, parce que entre le truc complètement envahissant, insupportable, où il y a 50 messages par jour, et le truc où il se passe rien, c'est vraiment dur de trouver l'entre-deux. Et voilà. Donc et aussi ce que je vais faire, c'est d'avoir les experts du board, donc ceux qui passent à mon micro, à mon podcast et tout, et que j'aime bien et que je trouve bon. Je vais leur dire, bah voilà, tu pourras aussi donner des office hours dans l'incubateur et tu pourras aussi donner des lives. Donc, tu vois, moi, je m'appuie aussi sur ma communauté d'invités. Et ça, c'est une façon de scaler parce qu'en fait, les gens que j'ai déjà rencontrés, qui sont déjà passés à mon micro, je sais qu'ils sont bons. Je leur dis, est-ce que tu veux bien donner quelques office hours? Tu vois, ils me facturent, ils me rendent un peu service. Et derrière, donc, les alumni, ceux qui sont dans l'incubateur, ils n'ont pas que Flavie, tu vois. Ils ont, j'espère à terme avoir une 50aine d'experts sur tous les champs du soloprenariat. Et en fait, je trouve ça hyper pratique parce que si demain tu viens me voir, tu me dis, moi, je veux créer mon collectif. Bon, je pourrais te donner 2, 3 idées, mais moi, j'ai quand même pas créé un collectif rentable dont je vis. Donc, ça serait mieux que ce soit quelqu'un qui te donne un cours d'1 heure sur créer ton collectif. C'est ça l'idée à terme. Et après, comme je fais les choses toute seule, bah, j'y vais un peu étape par étape. Mais en soi, c'est trop cool, hein, parce que quand t'es freelance et solopreneur, faut vraiment pas rester tout seul dans son coin. Faut se challenger, trouver des pairs et trouver des buddies. Enfin, pas mal de. C'est un des piliers, notamment de ta Mm, palette du solopreneur, c'est la communauté. Donc, en mm. gros, t'as les buddies, les fans, les apporteurs d'affaires. Enfin, après tout ce qui touche l'aspect business. C'est un truc que je voulais aborder justement, c'est ton concept de la palette du solopreneur. Euh, En gros, pour toi, le solopreneur, il y a 4 piliers, donc expertise, média, produit, communauté. C'est ce qui différencie finalement un peu le freelance du solopreneur. Est-ce que tu peux nous donner déjà un peu ta définition du freelance et versus solopreneur? Ouais, tout à fait. Bah, freelance, en gros, c'est celui qui vend une expertise, donc son temps généralement, quoi. En gros, sa matière grise en échange d'un TJM. Le solopreneur, il a réussi à dépasser ce plafond de verre de la vente du temps ou de ses propres compétences. C'est-à-dire qu'il arrive à vendre autre chose que son propre temps ou autre chose que sa propre compétence. Donc en gros, c'est un entrepreneur, mais tout seul. Donc sa vocation n'est pas de recruter des équipes dans tous les sens et de devenir manager. Donc il reste solo. Par contre, souvent,
il va se faire aider par d'autres freelances, par d'autres experts. Et en fait, en faisant moi la mue moi-même de la vente du temps à la vente d'autres choses, notamment de produits scalables, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut pour réussir à faire ça? Et c'est là que j'ai découvert ces 4 piliers et que j'ai théorisé aussi ces 4 piliers, quoi. C'est que, déjà, étape 1, l'expertise. Ça, c'est sûr qu'il faut une bonne expertise, bien nichée, bien sectorisée et tout, parce qu'on voit bien quand tu es freelance généraliste, tu vas te faire uberiser, c'est compliqué. On va toujours dire que tu es trop cher. Donc, vendre son temps, oui, ok, pourquoi pas, mais cher, bien, facilement et surtout sur des choses qu'on aime. Un peu, tu sais, mon exemple de, prospecter toute la journée, bof, faut que je trouve une autre expertise. Donc ça, c'est la base. Je trouve souvent les solopreneurs ont quand même une brique freelancing dans leur business model. Soit ils l'avaient dès le départ, parce que c'est des freelances devenus solopreneurs, soit ils la rajoutent après, parce que comme ils sont célèbres pour un truc, ils vont devenir conférenciers, donc ils vont vendre en partie leur temps. Et ça, c'est quand même pas mal. Si tu fais une conférence à 5 000 euros, tu craches pas dessus, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est la brique expertise. La brique média, moi c'est ce que j'ai fait avec le board, mais tu peux faire ça. Toi c'est ce que tu fais avec ton podcast ou ta newsletter, ou même certains vont poster sur LinkedIn. Pour moi ça c'est indispensable pour se faire connaître en tant que freelance ou solopreneur, parce qu'on n'a pas la possibilité de prospecter toute la journée, personne ne nous connaît. Et donc si on veut attirer des clients à nous sans prospecter, il faut faire un média qui montre ce qu'on fait, pourquoi on est bon, pourquoi on a envie de travailler avec nous, voilà, un peu notre personnalité. La brique produit, c'est le moment où tu te dis comment je pourrais transformer mon expertise de développeur en un produit scalable qui se ferait sans moi. Alors attention, il y a plein de degrés de scalabilité. Moi, j'en suis pas à 100% de scalabilité. Les bootcamps, c'est quand même moi qui donne les cours et tout. Mais voilà, c'est déjà beaucoup plus scalable que devoir trouver des clients tous les mois, des missions, machin, ce côté un peu insupportable du freelance qui vend son temps, tu sais, d'avoir peur que ton client s'arrête et tout. Donc voilà, là, c'est vraiment, on parle produit en ligne, cohorte, conférence. On essaye de développer un produit en partie scalable. Et la dernière étape, c'est la communauté. Et en fait, ça, je trouve que beaucoup l'oublient. Par exemple, tes freelances tech, tu peux faire de l'apport d'affaires, placer d'autres développeurs, des CTO, des products dans l'équipe dans laquelle tu bosses. Boum, tu prends 10% de leur facture. Tu bosses pour un collectif. Boum, si tu envoies des clients, tu peux prendre 10% de la facture. Et puis, dans la communauté, il y a aussi les gens qui peuvent t'aider à aller plus vite. Et donc, moi, j'hésite pas à travailler avec d'autres freelances. Un designer pour faire ma charte graphique pour le board. En fait, l'essor du freelancing, c'est un énorme potentiel aussi pour les freelances, pour les aider à aller plus vite sur des trucs. Donc, voilà. Moi, je considère que la communauté, faut se faire aider et il faut aider et que ça peut en partie générer des revenus scalables, mais scalables par les autres. Ouais, après, scalable, enfin, ça se vend pas non plus tout seul, tout seul. Après, il y a quand même beaucoup de freelances qui... En fait, moi, à mon sens, soit tu commences du coup sur ton expertise, la plupart commencent sur de l'expertise en freelancing et vendent leur temps. Moi, ce que j'ai fait. Aujourd'hui, c'est un peu différent, je crée mon média et c'est un peu différent de mon expertise de base. Mais il y en a très peu quand même qui commencent par le média. Toi, tu as commencé par le média en parallèle de ton taf et après, tu as rajouté l'expertise. Mais c'est quand même assez compliqué de se détacher de la vente de son temps. Enfin, le problème quand tu vends ton temps, c'est que tu stresses au moindre arrêt de travail, par exemple quand tu es en freelance, enfin, quand tu pars en vacances ou ce genre de choses. Tu es aussi limité en termes de CA atteignable. Et aussi, il y a un autre élément super important, c'est qu'on ne peut pas tout facturer. Enfin, il y a 20 jours ouvrés dans le mois, mais tu peux pas facturer 20 jours ouvrés ou alors tu fais un burn-out. Mais comment tu conseilles les gens qui vendent leur temps aujourd'hui, comment progresser vers l'étape suivante qui est le solopreneuriat? Déjà, il y a plein d'étapes, tu vois, c'est pas noir ou blanc. En fait, moi, c'est ça qui me fait rire, c'est que les gens, ils sont là, ouais, mais machin, mais on peut pas. C'est un idéal, le solopreneur scalable, en train de faire du surf. Enfin, moi, j'essaye de faire du surf, donc c'est un peu mon idéal quand je me dis, oh là là, je galère bien, là, en ce moment, je pense à ça, tu vois. Déjà, si tu vends ton temps, par exemple, tu peux déjà arrêter de faire du 5 jours sur 5. Ça n'existe pas, ça. Tu vends pas plus de 4 jours déjà. Ça, on en a déjà parlé. Et ça passe juste par être ferme avec les clients. Là, je parlais avec la responsable de Malte Ouest. Elle me dit, dans tout l'Ouest, on ne trouve pas de développeur qui fait du 5 jours sur 5. Point. Parce qu'ils sont freelance, ils veulent profiter de leur famille. Donc maintenant, c'est un état de fait, en fait. Donc, ne va pas déjà vendre tout ton temps. Point. Tu poses un peu tes conditions. Tu as un peu peur au début, la première fois que tu négocies, mais après, ça passe. Deuxièmement, il y a le temps asynchrone.
Moi, j'ai transformé une grosse partie de mes missions en temps asynchrone. Et ça, déjà, ça m'a donné énormément de liberté parce que quand je suis comme ça, là, en traquance avec mes enfants, bon, je m'occupe d'eux l'après-midi, je sais pas quoi. Le soir, je peux un peu bosser. Je vends quand même mon temps, mais c'est du temps beaucoup plus agréable, en fait, quand je le veux. Il y a ça. Après, il y a productiviser déjà sa vente de temps. Donc, par exemple, au lieu de tout faire à la place de ton client, est-ce que tu peux pas le faire un peu bosser? Un petit questionnaire où il remplit des trucs avant la réunion pour décider sa charte graphique. Je sais pas, tu vois. En fait, il y a toujours façon d'automatiser un petit peu plus, de faire travailler un peu plus le client. En plus, plus le client travaille, plus il est content. C'est très paradoxal, mais si tu t'occupes de tout à sa place, généralement la mission se passe mal parce qu'il se rend pas compte du travail que tu fais pour lui. Bref, tu vois, là, je t'ai donné déjà trois, quatre trucs où, en gros, si tu fais ça, déjà, tu vas pas passer ta vie en réunion et avoir vraiment le sentiment d'être un salarié déguisé. Et ça, déjà, ça aide. Et du coup, après, qu'est-ce que tu fais de ce temps? Est-ce que tu le récupères pour bosser sur toi, investir du temps sur des missions qui aujourd'hui te rapportent rien, mais qui demain te rapporteront, comme ton média, créer ton collectif ou ce que tu veux? Ou est-ce que tu vas surfer? Ce qui est aussi un truc cool, en fait, t'es pas obligé d'être un solopreneur. Ce que j'aime bien avec la méthode du solopreneur, c'est que tu peux aussi l'utiliser pour récupérer plus de temps et pas gagner plus d'argent. Et c'est complètement OK. Si tu as envie de faire la semaine de 3 jours et de t'occuper de tes enfants ou de partir en digital nomade, ça marche aussi. Donc, c'est pas que pour être millionnaire, en fait. Mais après, pour s'attaquer au sujet de médias, produits ou autres, enfin, faut quand même avoir une source de revenus suffisante sur l'expertise pour pouvoir se dire qu'on passe du temps sur des choses qui ne rapportent rien pour le moment, mais peut-être dans un futur proche. Après, normalement, le média, si tu le fais en lien avec ton expertise de freelance, moi, j'ai pas fait ça, mais je suis une anomalie. Normalement, tu fais, par exemple, t'es freelance je sais pas, t'es développeur. Je connais un développeur qui fait ça. Il a fait une newsletter sur son langage informatique. Maintenant, il y a 40 000 abonnés. Mais au début, quand il a fait, et avant d'en vivre, il l'a fait pour devenir un meilleur développeur. Donc, tu vois, ton média, il sert pas à rien. C'est à fond perdu. Bah oui, on gagne pas de l'argent dès qu'on écrit sa première newsletter. Mais enfin, il te rend meilleur. Il te permet de lire des articles sur ton truc, d'essayer d'expliquer ton truc à des newbies. Donc, ça te rend meilleur pédagogue. Ça te fait un post sur les réseaux sociaux, du coup les gens te voient passer. Ah tiens, Flavie, elle est disponible, bon, je vais la contacter pour une mission. Donc, tu vois, il y a plein de gains indirects que tu gagnes quand même à faire ton média, même si tu le monétises pas. Et je trouve que le terme monétiser, des fois, il est un peu trash parce que la première monétisation, c'est que t'es moins con à la fin de la journée, quoi. Quand t'as écrit une newsletter sur ton sujet, tu vois, t'as bossé, tu deviens un meilleur professionnel et quand t'es freelance, personne te forme. Donc, faut que tu t'en occupes toi-même. Ouais, carrément. Mais c'est marrant que t'en parles parce que moi j'ai commencé à créer mon média sur mon expertise, donc automatisation, extension Chrome. Sauf que bon, l'automatisation, il y a beaucoup de monde dessus aujourd'hui, il y a beaucoup de freelance. Sur les extensions, en gros, j'en parlais, mais en fait c'est tellement de niche comme sujet qu'il n'y a pas un réel intérêt de créer un média sur le sujet. Enfin, je pourrais y aller vraiment très fort et sur le média, sur les extensions, mais c'est tellement de niche qu'il n'y a pas un intérêt particulier à être un expert absolu sur le sujet. En fait, aujourd'hui, j'ai mon profil Malte qui fonctionne Mm. assez bien sur les extensions, qui me permet de choper, je pense, la plupart des demandes qui passent sur Malte sur le sujet. Donc, est-ce que c'est intéressant de créer un média dessus? Pas forcément. Donc là, aujourd'hui, moi, j'ai mon média qui est en lien avec les freelance Mm. solopreneurs. Donc, rien à voir avec mon expertise. Et c'est aussi ce que tu disais, que toi, tu es un peu enfin, solo dans le sens où tu as ton média qui n'est pas forcément en rapport non plus avec ton expertise. Toi, tu pourras faire peut-être comme moi, dériver un produit plus tard de ton média, de SoloQuest. Tu vois, ça se trouve, tu auras un truc à faire. Ou bien sinon, c'est OK aussi d'avoir les deux trucs dissociés. Parce que aussi, moi, ce que je trouve agréable dans la vie du solopreneur, c'est le côté kiffant. Parce que moi, être freelance toute la journée, en fait, ça m'amuse pas. C'est ça le problème de départ. C'est que si tu veux être hyper rentable en freelance, faut répéter quoi, toute la journée les mêmes types de clients, les mêmes cas d'usage et si possible la même techno ou la même technique. Et moi, je déteste la répétition. Du coup, je m'ennuie énormément. Donc, j'avais tendance à aller dans plein de secteurs d'activité différents en freelance. Et ça, c'est l'horreur parce que du coup, le temps de découvrir un nouveau domaine d'activité, tu perds plein de temps. Et du coup, comme il faut te former, ce temps-là, il vient prendre sur ta rentabilité de TJM. Donc, je me suis rendu compte très vite que le freelancing, c'était pas pour moi, quoi. Ou alors, en toute petite proportion. Genre, un jour par semaine, c'est OK. Je suis capable de me faire un jour de répétition, mais pas 5 jours.
Mais dès que tu as commencé, de toute façon, tu avais cette mentalité de pas consacrer 5 jours au freelancing et d'avoir déjà ton média, enfin, il était déjà créé, le board, mais Ouais, ben oui, déjà, parce que je l'avais lancé en side, donc j'avais pas le temps. Et puis surtout, je pense que j'avais pas une compétence freelançable qu'on avait envie de prendre pendant toute la. Enfin, si, ma première mission, le mec m'a dit, je te recrute comme head of sales, machin. Mais je lui dis, ben, mais je vais pas être head of sales pour toi avec trois gugus, alors que j'étais head of sales d'un truc avec 600 personnes. Enfin, tu vois, en fait, je suis pas devenue freelance pour ça. Et là, je me suis dit, ah, il y a un problème. C'est-à-dire qu'en gros, le truc qu'on me demande, c'est d'être là à temps plein. Et là, ça m'a fait un gros warning. Je me suis dit, bah, ça, c'est pas du tout bon. Faut sortir de là. ok. Mais en fait, je pense, moi, j'ai une vision où j'ai vu quand même beaucoup de freelance galérer en termes de cash à se Mm. juste générer 3000 de CA par mois. Du coup, je pense pour ces personnes-là, c'est quand même assez compliqué de se dire qu'ils vont passer du temps sur des sujets autres sans pour autant gagner de l'argent directement. Enfin, moi, là, aujourd'hui, j'ai mon expertise qui paye assez bien les factures. C'est pour ça que je me permets de créer mon média et qui rapporte rien pour le moment. Mais j'ai toujours quand même le à côté de l'expertise que je ne parle pas souvent d'ailleurs dans mes contenus sur LinkedIn, newsletter et podcast. Mais j'ai quand même le à côté qui permet de générer du cash. Enfin, je gagne pas zéro avec tout ça quand même à l'arrivée, quoi. Bah, alors, il y a un peu l'œuf ou la poule. C'est sûr que si tu galères et que tu fais rien, bah, tu vas continuer à galérer. Donc, en fait, un moment, si tu es généraliste, que personne te connaît, que tu publies jamais sur LinkedIn, et enfin, tu vois, je veux dire, bon, c'est triste, mais souvent, les gens qui galèrent, c'est ça. Personne n'a entendu parler d'eux. Quand on va sur leur profil, on sait même pas ce qu'ils font, on comprend rien. Bon, ça, bah, du coup, faut un peu se reprendre en main là-dessus. Après, si tu galères, souvent, tu as du temps. Donc, bah, forme-toi, fais des trucs. Enfin, tu vois, en ligne, il y a plein de trucs sur Internet. Moi, il y a plein de gens qui écoutent les podcasts, c'est gratos. Moi, le nombre de podcasts que j'écoute qui me fait de la formation gratos, après direct, je change des trucs dans mon business, ça me fait obtenir des clients, c'est un truc de fou. Et troisième chose, je pense que les gens galèrent parce qu'ils essayent de se vendre en tant que personne, mais faut pas faire ça, faut vendre une offre. Donc en gros, moi je vends pas Flavie, parce que Flavie, tu l'as dit, Flavie, j'ai plein de casquettes, je fais trop de trucs différents, les gens comprennent rien. Là par exemple, ma dernière offre qui marche, c'est je vous aide à faire des webinars pas chiants qui vous amènent des clients. Voilà, point. C'est donc un mini bout de Flavie, quoi. C'est juste mon expertise de quand je fais des lives avec le board, mixé avec ma casquette sales. Et du coup, je vais voir les marques et je leur dis, mais attends, vos webinars produits, mais c'est nul. Enfin, je leur dis pas comme ça, mais je leur dis, mais on s'ennuie. Faites un webinar éditorial, je vais vous aider à trouver des bons invités. Je vais l'animer pour vous. À la fin, ça va closer. On met un lien vers votre Calendly. Vous aurez X ou Y clients avec tel taux de conversion. Est-ce que ça vous intéresse de dépenser 2000 euros pour en gagner 20 000? Bon, ben go, on le fait quand ce premier webinar? Et tu vois, des webinars, je peux en faire comme ça, 2, 3, ça me rapporte entre 2 et 6 000 euros par mois pour 3 jours de travail, parce que c'est une offre hyper précise. Alors que si je me vendais au TJM, personne ne voudrait de moi, en gros. Ouais, je suis un peu dure avec moi-même, mais j'avoue, c'est la question de l'offre versus la personne. Tu fais comment pour pivoter autant? Enfin, j'ai l'impression en regardant tous tes contenus que tu as quand même vachement pivoté et vachement testé de trucs différents. Enfin, tu t'en parlais tout à l'heure, tu as fait du NFT, enfin, tu as fait plein de sujets différents. Comment tu pivotes aussi rapidement ton solo business et comment tu testes des nouvelles offres aussi rapidement? Ben déjà, je me suis rendu compte que tout le monde faisait ça. En fait, au début, j'étais hyper intimidée par tous les grands solopreneurs et je me suis dit, oh, c'est incroyable. Tu sais, je regardais, j'ai interviewé Nina Ramen et tout. J'étais là, ouais, c'est incroyable et tout. Et après, elle m'a raconté ce qu'elle a fait, quoi. Et là, je me suis dit, mais en fait, tout le monde fait ça, tout le monde teste des trucs, ça marche pas, boum, ça passe sous le tapis, ça va dans la poussière des trucs internet, plus personne s'en souvient. Et en fait, j'ai compris que les gens faisaient ça. Ils lançaient plein de petits projets et ils voyaient lequel allait prendre. Donc là, je me suis dit, ok, je vais faire pareil. Après, moi, j'utilise beaucoup LinkedIn pour poster des trucs et du coup, je vois aussi si ça prend pas. C'est l'avantage aussi, voilà. Et enfin, je fais attention aux signaux faibles. Et là, il y a quelqu'un qui me dit, est-ce que vous animez des webinars? Boum, je me dis ça, c'est un sujet client. Si un client me contacte sur ça, ça vaut le coup de tester une offre. Donc, tu vois, j'ai pris juste une personne et j'ai fait un pack de 3 offres sur les webinars. Et ensuite, je lui ai présenté. Et je me dis, s'il y en a un qui valide, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui pourraient valider. Et donc, j'ai mis mon profil Malte sur ça. Mais c'est qu'un test. Demain, ce sera peut-être un autre truc. Ah, t'as un profil Malte sur cette offre de Ouais, webinar. c'est Ok. ça.
Euh, Et tu sais, on avait reçu un expert dans l'incubateur qui nous présentait les profils Malte, comment performer sur Malte. Et sur Malte, typiquement, faut mettre une mini-offre, faut pas mettre toute ta life, quoi. Donc, du coup, moi, j'écoute les conseils aussi des gens meilleurs que moi et je me dis, bon, bah, il a dit ça, bah, vas-y. Parce qu'avant, je sais pas, j'avais mis n'importe quoi sur Malte, ça allait pas du tout. Après, je pense pas que moi, j'ai un profil forcément adapté à Malte, mais je me suis dit, ça vaut le coup. Et donc, j'ai testé la mini-offre. On verra si j'ai des leads. Bah, Malte, c'est du SEO. Enfin, moi, ça va, je maîtrise un peu, mais c'est du SEO. Faut maximiser le nombre de mots-clés que tu vas mettre. Webinar, tu le mets, je sais pas, une vingtaine de fois et ça peut passer. Euh, et on en parlait, je crois, mais je sais plus si c'est dans l'épisode ou si c'était en off avant, que tu t'étais recentré un peu, là, sur ton incubateur, sur le board, etc. Enfin, sur tes sujets, on va dire, centraux. Euh, Comment tu fais le choix entre les offres que tu gardes et celles que tu vires? Mm. Alors, c'est vrai que moi, je suis assez dispersée, du coup. Bon, c'est un peu le problème En gros, au début, je me suis dit, je vais tout faire. Je vais faire freelance B2B, plus avoir mon média sur les freelances, plus être dans un collectif. Et le quatrième truc, je sais plus ce que c'était. Et après, je me suis dit, bon, faut que les choses soient cohérentes, parce que sinon, on comprend pas ce que je fais. Donc déjà, mon premier sujet, c'est est-ce que c'est cohérent? Du coup, j'ai choisi de thématiser LinkedIn vraiment sur le soloprenariat. C'est mon persona de cœur. C'est sur ce sujet que j'aime travailler. C'est un sujet qui me passionne à fond. Donc voilà comment j'ai choisi plus ce sujet-là que d'autres sujets subalternes, comme, je sais pas moi, travailler avec des entreprises ou faire du Web3. Donc j'ai gardé mon sujet de cœur. Et après, bah, ce qui valide, c'est le marché, tu vois. C'est genre, tu lances un truc, est-ce qu'il y a de la demande? Est-ce que les gens sont contents? Est-ce qu'ils en veulent plus? Et si oui, je crois faut faire un peu confiance à la façon dont les gens choisissent, quoi, avec leur porte-monnaie. Est-ce que, par exemple, ils s'abonnent à ta newsletter ou ils écoutent ton podcast ou non? Est-ce qu'ils achètent ton produit ou non? Et si oui, qu'est-ce que tu peux changer? Et typiquement, tu vois, au début, moi, j'étais hyper contre les bootcamps. Je trouvais ça nul. Et enfin, nul, j'en avais pas fait. Mais je me disais, ouais, bootcamp, c'est chiant. Parce que moi, je suis un peu solitaire. Du coup, j'avais une énorme angoisse à me dire, oh, putain, toutes les semaines, je vais devoir me coltiner un groupe, oh, être en binôme avec quelqu'un que je connais pas. Pour moi, c'était l'horreur. Parce que moi, je suis entourée. Hein, si j'ai envie d'avoir des potes à Nantes, je vais déjeuner avec des freelances. Enfin, tu vois, j'ai pas besoin d'un bootcamp pour trouver des amis. Du coup, je trouvais ça trop bizarre. Sauf que j'ai lancé mon premier produit qui était grosso modo un Notion avec des exercices à faire. Moi, en bonne grosse geek que je suis, j'adore, tu vois. Je suis disciplinée, je fais les exercices. Mais les gens m'ont dit, bah, ton truc, c'est nul. Enfin, moi, j'aime bien, mais je voudrais le faire avec toi et avec d'autres. Sinon, je le ferai jamais. Et là, je me suis dit, ah merde, ça ressemble à un bootcamp. Donc j'ai lancé le bootcamp alors que dans un épisode, j'avais dit ouais, moi je ferai jamais de bootcamp. Donc voilà, l'exemple typique et au final le bootcamp c'est mon produit signature maintenant parce que c'est ce dont les solopreneurs ont besoin, tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont en mono client, en mission tout le temps, ils ont jamais le temps de faire par eux-mêmes. Donc moi je les prends le vendredi de 10 à 12 et ils sont obligés, ils ont des exercices à faire et ça les canalise et après ils sont contents. Et donc finalement un produit self-service marche moins bien qu'un produit où il y a des rendez-vous. Et donc, même dans mon petit produit self-service, j'ai gardé cette idée de rendez-vous parce que je sais que s'il n'y a pas les trucs du live à 14 heures le vendredi, les gens vont rien faire. Et c'est pas de leur faute, c'est juste que je ferai pareil parce qu'on s'abonne au truc et puis après on oublie. Exo aussi, je C'est pense. ça. Et tu fais quoi du coup dans ton bootcamp? C'est quoi le format? T'as des exos à leur donner sur des thématiques? Bah, c'est assez classique, tu vois, il y a une pédagogie asynchrone, donc il y a des vidéos à regarder avec des exercices à faire. Ensuite, il y a les lives où on fait des approfondissements de chaque étape, puis des binômes, des trinômes, du travail en groupe. Et après, il y a le coaching individuel pendant 3 mois. J'ai un canal WhatsApp avec chacun, ils m'envoient tous leurs exercices, je les corrige, je les valide, je leur donne des idées. Et enfin, on a aussi des séances en visio ensemble, privées. Ah oui, Donc, ils vraiment peuvent pas trop Flavie la s'échapper. prof. Ok, ok, trop cool. Bah, on arrive vers la fin de l'épisode. Est-ce que tu aurais un dernier truc à nous dire qui est... alors, je sais plus c'était quoi la question que je voulais te poser. C'est oui, si en gros tu reprenais tout ton parcours, qu'est-ce que tu changerais ou qu'est-ce que tu ferais mieux sur ton parcours pour peut-être aller plus vite pour atteindre l'étape où tu es aujourd'hui? Mm. Mais c'est une question difficile parce que je pense que tous les apprentissages, tous les bricolages que j'ai fait déjà, ça m'a fait rire, ça m'a plu, ça m'a appris des choses et même si c'était tout, quasiment 90% des trucs étaient ratés, hein. Mais du coup, en fait, j'aime bien l'esprit qu'on peut rater des choses en fait et ça m'a décontracté sur le business et je pense que ça m'a permis d'accélérer. Et si tu m'as dit ouais, tu pivotes, comment tu fais et tout,
si j'arrive à le faire de façon plus décontractée, c'est parce que je sais que les échecs sont pas fatals, quoi. Donc voilà. Après, ce que je ferais quand même plus vite, c'est me spécialiser sur une niche. Vraiment, ça, tout le monde le dit au début. Au début, tu résistes. Et là, j'en vois encore qui résistent. Et j'ai tellement envie de leur dire, mais t'es trop généraliste, ça donne pas du tout envie. Et tu sais ce que je ferais différemment? Voilà, je sais ce que je ferais. Dès le début, j'embaucherai un freelance pour moi. Parce que quand j'ai fait appel à des freelances pour moi, pour m'aider pour l'incubateur, putain, je me suis rendu compte que il n'y a aucun moyen qu'on ait envie de recruter un couteau suisse. Aucun moyen. On veut la personne spécialisée pour faire le truc dont on a besoin là maintenant tout de suite. Typiquement, j'avais besoin de, je sais pas moi, euh, quelqu'un qui m'aide à faire une formation, à mettre en ligne ma formation sur système.io. J'avais pas besoin d'un généraliste qui fait des vidéos, je m'en fous. Donc vraiment, ce côté spécialité niche, trouvez-en une et au pire, comme je vous racontais en début d'épisode, bah, vous pouvez changer si ça marche pas, mais ça n'inspire pas confiance quelqu'un qui fait tout. Et moi, comme j'ai tendance à faire tout, c'est ce que je changerais, quoi. Dernière question, du coup, tu délègues beaucoup aujourd'hui ou pas vraiment? Alors ça, c'est dans mes gros projets, ça fait partie de la mue, je pense, solopreneur. C'est que même si je fais plein de trucs, moi je suis un peu bidouilleur, donc j'aime bien faire les trucs moi-même, mais je sais qu'il faut aussi déléguer. Alors moi, je délègue à meilleur que moi pour des trucs où je connais rien, genre SEO, design, je sais pas, vidéo, faire des vidéos, des reels, là, des trucs comme ça, voilà. Et après, là, je suis en train de commencer à onboarder assistant virtuel et customer care pour m'aider à avoir un suivi plus resserré des gens, tu vois, une meilleure expérience aussi pédagogique. Et puis surtout, je sais qu'on fait pas un incubateur tout seul, c'est impossible que. Enfin, si je suis toute seule, ça n'aura pas l'ambition que j'ai envie que ça ait. Donc voilà, je suis en train de recruter comme ça, mais j'y vais vraiment piano piano parce que moi, j'ai pas envie de, je sais pas, de partir à Dubaï boire des cocktails. En fait, moi, je kiffe faire mon petit business. Donc, j'ai pas envie de m'extraire du business. C'est plutôt que j'ai envie d'avoir des gens meilleurs que moi, qui me donnent des idées, des bonnes idées sur les trucs à faire et qui me disent, tiens, t'as pas pensé à faire ça, faudrait qu'on fasse ça. Donc voilà, plutôt m'entourer, pas pour trop me délester, mais plutôt pour avoir plus d'experts que moi sur des domaines que je connais pas. Ok. Bon bah Flavie, merci en tout cas pour l'épisode, de m'avoir rejoint, d'avoir la reine du podcast avec moi. C'était très cool. J'espère que tu as passé un bon moment et peut-être à une prochaine sur Solo Quest. Trop bien, merci beaucoup, Axel. Merci à toi.